Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission spéciale en direct depuis Educatech, ici à Porte de Versailles. Vous le savez, c'est le rendez-vous du numérique éducatif. 3 jours durant lesquels celles et ceux qui inventent l'école de demain se retrouvent. Et aujourd'hui, vous allez le voir, on vous embarque à la rencontre de l'un d'eux. Alors au programme de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus entre réseaux sociaux, devoirs en ligne, jeux vidéo. Les écrans s'invitent partout à la maison. Alors le Clémy vous propose d'apprendre à garder le contrôle avec sa série La famille tout écran. Et puis en seconde partie d'émission, on aura le plaisir de recevoir Jeanne Dreyfus qui nous partagera son idée derrière la tech. Et enfin, quant à notre sujet du jour, on va parler d'éducation bien évidemment aujourd'hui. Alors comment aider les enfants à comprendre le numérique, comment les aider à avancer dans ce monde où tout est numérique. Il existe un projet qui tente justement d'apporter des réponses concrètes, un lieu inédit, immersif, imaginé pour apprendre autrement. Et vous allez le voir, il porte très bien son nom. Et pour ce faire, ça sera avec Benjamin Gréau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint de la direction au campus Numéria et puis également Mathias Charton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous directeur de la pédagogie sur ce même campus. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Les parents, je vous présente ma copine Marie. Elle était en voyage, en Inde. Elle est youtubeuse, elle a 200 000 abonnés. Marie, sois la bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? T'as faim? Tu veux des cookies, un jambon beurre, une bouillotte? Non. Depuis que maman a créé sa chaîne sur les bonsaïs, elle a peur d'un truc. Oui, j'ai peur des trolls. Des trolls? Ça ressemble à ça. Il y a des gens sur Internet qui utilisent des pseudos et qui se permettent de te dire les pires horreurs en ligne, de t'insulter sans jamais avoir de problème. Ça, c'est des trolls. Concrètement, si ça m'arrive, je fais quoi? Il faut absolument déposer plainte. Sous toutes mes vidéos, j'avais des centaines de commentaires de gens qui me demandaient de me suicider. Non mais c'est bien marqué, c'est très grave. Hein. Les parents sont responsables vis-à-vis de leurs enfants. Ouais. Et si c'est un adulte qui est le cyberharceleur, il peut passer directement à la case-prison. Dis-moi, t'accepterais de faire la guest sur une de mes vidéos? Alors là, c'est l'heure C'est l'heure de faire autre chose. C'est ça. Ouais, Voilà. bisous. Et tu sais, si tu cherches un guest, je suis là. C'est l'heure de faire autre chose. Bisous. Nous sommes tous responsables de ce que nous publions, likons et partageons. Harceler quelqu'un en ligne derrière un pseudo, c'est illégal. Alors si vous êtes victime ou témoin d'agression sur les réseaux sociaux, vous devez signaler les comptes malveillants auprès des plateformes et les bloquer. Et surtout, parlez-en autour de vous. Maman, voilà ce que je fais au troll. C'est pas un troll, c'est papa. Oui, mais tu dis toujours qu'il t'embête. Imaginez un lieu où l'on prépare les élèves aux enjeux du numérique, où l'on apprend par l'enquête, par la manipulation, par l'immersion. Un lieu pédagogique, accessible aussi bien aux enseignants qu'aux familles. Ce lieu existe et il est installé en plein cœur du Futuroscope. Et on va le découvrir tout de suite dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Benjamin Gréau, adjoint de direction au campus Numéria, et Mathias Charton, directeur de la pédagogie sur ce même campus. Alors aujourd'hui, vous êtes là tous les deux pour nous parler d'une initiative de taille et qui, il faut le dire, colle parfaitement à l'ADN de notre émission. C'est le campus Numéria que vous qualifiez vous-même d'école du futur. Alors bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de ce projet. Alors peut-être qu'on peut commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement le campus, ce qu'il fait? Oui, merci. Alors effectivement, le campus Numéria, l'école du futur au Futuroscope, comme on l'appelle pour résumer en 2 mots. C'est donc un projet France 2030 financé par la Caisse des dépôts et par la Banque des territoires à travers 2 appels à manifestation d'intérêt. Un appel à manifestation d'intérêt innovation dans la forme scolaire et un appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir. L'idée donc c'est de mettre en place un tiers-lieu dédié à l'éducation par et pour le numérique
au sein même du Futuroscope, sous le pavillon historique du Futuroscope, le premier bâtiment du Futuroscope. C'est le fameux bâtiment avec la boule blanche que vous avez sûrement en tête, qui est présent sur un grand nombre de logos et de visuels du Futuroscope depuis des années maintenant. Pourquoi au Futuroscope? Parce que déjà le Futuroscope, c'est dans son ADN de la création dans les années 80, c'était vraiment l'éducation et les nouvelles technologies. Donc c'est une sorte de retour aux sources avec ce projet Campus Numeria. Et alors pourquoi avoir choisi ce pavillon historique? Est-ce que c'était une question d'opportunité ou il y avait une vraie envie derrière de porter finalement votre campus sur ce lieu historique? Disons que ça faisait sens en tant que projet de territoire d'être basé dans le lieu si emblématique de Poitiers et de sa région. Encore une fois, comme je le disais, avec un ancrage historique sur l'éducation. L'occasion s'est présentée et on y est allé à fond avec les équipes. Alors Mathias, finalement, c'est quoi? C'est un campus, c'est un musée, une salle de classe, une école, tout à la fois? Qu'est-ce qu'on y fait? Effectivement, c'est un peu tout ça. Il va y avoir des espaces pour que les élèves puissent avoir des séances, des ateliers de travail. C'est aussi un espace pour de la formation pour adultes, c'est un espace pour de la formation de formateurs, c'est un espace d'exposition, c'est un espace de recherche, c'est un laboratoire de réflexion, d'idées. C'est un petit peu tout cela à la fois. On a essayé de penser ce campus Numeria le plus ouvert possible, avec une vraie volonté de s'attacher à ces problématiques que vous avez exposées tout à l'heure sur la maîtrise du numérique pour nos jeunes et comment notre institution et les adultes aussi en général perçoivent cet élément-là. Et donc effectivement le campus Numeria se veut ce laboratoire de réflexion autour de ces sujets. Bon alors vous ouvrez en mars 2026 si je ne me trompe pas. Où en êtes-vous aujourd'hui dans le projet? Alors au niveau du projet, il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement le niveau bâti. Il y avait une grosse rénovation du pavillon, du sous-sol du pavillon du Futuroscope à rénover. Là-dessus, on est fini à quasiment 100% de la rénovation du bâti. Par ailleurs, donc ce lieu a vocation à accueillir les élèves pour leur proposer des parcours pédagogiques sur des thématiques, différentes thématiques. Il y a les thématiques de la citoyenneté numérique, avec notamment des parcours sur l'IA, sur les traces numériques, les données qu'on laisse en ligne. Il y a un parcours sur le bien-être numérique, peut-être que Mathias développera sur la partie parcours. Mais disons que sur la partie pédagogique, là aussi, on est quasiment dans les starting blocks, on est en train de finaliser les conceptions de parcours et on est prêt à ouvrir, on sera prêt à ouvrir fin mars et à accueillir les élèves de France entière. Et d'ailleurs, à propos de l'accueil, je me permets, en fait, pourquoi aussi au Futuroscope, c'est qu'actuellement le Futuroscope accueille déjà 150 000 scolaires par an qui viennent avec leur classe visiter le parc du Futuroscope. Et donc, on a ce vivier, cette grande affluence d'élèves qu'on va pouvoir capter et venir accueillir au campus Numeria. Et en même temps, Mathias, je rebondis sur ce que vient de dire Benjamin. Effectivement, il y a déjà un public de scolaires au Futuroscope, mais il y a déjà tellement de choses à faire au Futuroscope. Comment est-ce qu'on va s'en sortir avec tout ça? Où est-ce qu'on va pouvoir donner de la tête? Alors justement, on a pensé l'articulation avec la journée au Futuroscope pour ses élèves, avec un parcours qui s'identifie aussi aux lieux, aux espaces et aux propositions qui sont faites. Et l'un des enjeux, c'est justement de faire dialoguer les innovations de ludicité du parc avec les problématiques éducatives qui sont les nôtres. Et donc on espère effectivement que des élèves qui viennent pour le parc au départ de toute la France bénéficient aussi de tout ce travail de conception pédagogique. Et donc je pense que justement, ça a sa place totalement et les journées seront suffisamment espacées pour que tout puisse rentrer sans difficulté. Bon, oui, vous vouliez réagir? Oui, parce qu'effectivement, ça met aussi la pression d'être au sein du parc du Futuroscope. On se dit on se disait qu'on ne pouvait pas proposer d'expérience plan-plan, on va dire. Il fallait qu'on ait une dimension non seulement pédagogique, mais aussi vraiment avec des technologies innovantes, des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Donc on a dû élever un standard, se mettre à un standard d'un parc d'attractions comme le Futuroscope pour proposer vraiment des expériences qui soient qui fassent que les 2 heures, parce que les parcours, les élèves seront accueillis pour une durée de 2 heures pour un parcours sur le campus Numeria, que ça ne fasse pas tâche au milieu de leur journée formidable au Futuroscope. Et ça, on s'y est attaché. Un véritable défi, donc j'imagine. Alors à qui s'adresse cette initiative justement? Donc on le comprend, les scolaires, mais à partir de quel âge, jusqu'à quel âge? Et puis il y a aussi les familles, j'imagine, qui pourront profiter de cette expérience. Alors ça s'adresse aux enfants à partir de l'école maternelle jusqu'au lycée.
En tout cas pour la partie scolaire, la partie éducative. Effectivement, on a d'autres publics qui pourront être accueillis dans cet espace au sein du pavillon. On a aussi les enseignants, les formateurs, les chefs d'établissement, les inspecteurs, mais aussi les familles le week-end, mais là qui ne bénéficieront pas forcément des ateliers portés par nos médiateurs qui animent ces ateliers, mais qui auront un accès au sein de la ligne immersive, qui pourront comme ça voir aussi les propositions qui sont bâties, qui sont tricotées par l'ensemble de l'équipe du campus Numeria pendant le week-end. Et on accueille aussi des extrascolaires, donc des élèves plus jeunes qui vont pouvoir pendant les vacances, sur des vacances apprenantes par exemple, bénéficier de parcours épaissi sur 3 ou 4 jours avec de multiples ateliers et de réflexions justement sur l'intelligence artificielle par exemple, sur la cognition et les méthodes d'apprentissage. Et donc tout cela est en train d'être fabriqué par nos équipes avec des chercheurs à nos côtés pour que l'expérience soit la plus précise et avec la meilleure plus-value possible. Bon, j'imagine qu'on est en train de titiller votre curiosité quant aux différents parcours qui existeront au sein de ce campus. On va rentrer dans le détail, on va prendre le temps de le faire. Mais avant ça, j'aurais aimé qu'on rentre justement, qu'on ouvre un petit peu les portes de ce campus. Quand on va en pousser les portes, à quoi peut-on s'attendre? À quoi ça va ressembler concrètement? Alors déjà, il y aura une entrée par ce qu'on appelle l'allée immersive, qui est en fait un sas d'accueil plus premium, on va dire, avec en fait à la fois un côté exposition d'œuvres réalisées par des élèves utilisant les nouvelles technologies, mais aussi des écrans interactifs qui auront vocation à permettre aux élèves qui viennent d'une attraction, qui ont des émotions dans tous les sens, de se poser un petit peu et de se mettre en condition de passer dans un temps plus pédagogique d'apprentissage. Donc on arrive par cette allée. Et ensuite, en fonction du parcours choisi, on a différents espaces au sein de ce tiers-lieu du campus Numeria qui ont vocation à accueillir les parcours. Et on se dirige dans la salle dédiée, dans l'espace dédié. Et dans cet espace, tout est absolument conçu pour apprendre en s'amusant, dirons-nous. Qu'est-ce que vous aimeriez que le public, les visiteurs ressentent finalement en entrant pour la première fois dans ce campus ? Peut-être justement cette excitation, cette curiosité, cette envie d'apprendre. Le lieu est tout à fait propice, assez extraordinaire dans sa rénovation. Et il y a un effet bulle qui se joue quand on rentre dans cet espace. Alors pour l'instant, on rentre encore avec des casques de chantier. Mais lorsque ces casques disparaîtront, ça joue beaucoup sur nous déjà, cet environnement, cette ambiance. Tu parlais de retour au calme, mais je crois que c'est bien le mot qui se joue en fait en entrant dans cet espace, et cette volonté justement de découvrir des nouvelles choses, d'avoir envie de se poser des questions pour nos jeunes sur justement la place de ces objets numériques qui les entourent, pour que les usages puissent en être avec une prise de distance de ces usages. Et je crois que le lieu y est tout à fait adapté. En tout cas, les architectes ont réfléchi et ont imaginé justement l'élaboration du lieu dans cette direction-là. Bon allez, il est déjà temps de prendre une petite pause avant de reprendre nos discussions autour du campus Numeria. Et pour ce faire, je vous propose de faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est toujours le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Dylan Kohler.
sur School TV. Nous avons le plaisir de vous proposer une émission spéciale aujourd'hui en direct depuis la porte de Versailles à l'occasion du salon Educatech. Alors dans notre émission aujourd'hui, nous recevons Benjamin Gréau, adjoint de direction au campus Numéria, et Mathias Charton en charge de la pédagogie, directeur de la pédagogie de ce campus. On va continuer à en parler avec eux bien sûr, mais d'abord place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous proposez aujourd'hui un voyage temporel au cœur de la littérature classique, oui, mais pour répondre à une question d'aujourd'hui, comment nous définir dans un monde plus numérique et interconnecté? Lorsqu'on parle de numérique, eh bien on pense modernité, on pense nouveauté et on se demande bien comment nos vieux ouvrages pourraient nous aider. Et pourtant, les questions du réel, de l'illusion, n'ont pas attendu Mark Zuckerberg pour préoccuper nos auteurs. Et justement, par quel ouvrage et quel auteur souhaitez-vous commencer? Alors je commence par Montaigne, l'auteur du best-seller Les Essais, parce que dès le XVIe siècle, il nous donne des premières pistes pour comprendre à quel point notre identité n'est jamais définie, à quel point on est toujours mouvant. Il dit « Je ne peins pas l'être, je peins le passage, de jour en jour, de minute en minute ». Il décrit un être humain en permanence mis à jour, en permanence reloadé. Et aujourd'hui, on pourrait remplacer les minutes par de poste en poste. Plus que jamais, on est constamment influencé, on est ces êtres toujours en devenir. En devenir permanent ou en fuite permanente? Eh bien, bonne question. Et c'est là que Blaise Pascal entre dans le ring. Pascal, créateur des pensées et du concept de divertissement, qu'on ne connaît que trop aujourd'hui. Il l'entend au sens étymologique de divertere, se détourner. Et pour lui, c'est la parade ultime pour ne pas penser à notre propre finitude. Mais quelle impasse, dit-il. Je cite, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et Dieu que ça résonne quand je suis dans la mienne, peureuse du silence, et que pour lui échapper, j'allume Instagram, qui me shoote sur le moment avant de me laisser souvent seule, vide et triste. » Ce qui est contradictoire, c'est qu'à la fois donc, le numérique amplifie notre fluidité et nos angoisses, à la fois un système hyper structuré est censé nous rassurer. Et s'il a ses parts d'ombre, eh bien Internet est un enfant des Lumières. Son ancêtre, l'encyclopédie, signée Diderot et d'Alembert, a une ambition légèrement mégalo, porter tout le savoir du monde. Et comme au début du web, Diderot affichait une volonté de démocratisation du savoir pour lutter, je cite, contre l'ignorance mère du fanatisme. Et il y a le projet aussi sous-jacent de diffuser la vision du monde des Lumières, où progrès, savoir et technique se complètent, mais vraiment absolument comme aujourd'hui dans le numérique. Alors vous dites donc que ces grands systèmes reflètent nos visions et à la fois les produisent. Et vous me poussez, la Lisa, à faire un bref saut de puce outre-Manche. Et du côté de Frankenstein de Mary Shelley, c'est l'histoire de Victor, un savant qui donne vie à une créature, puis prend peur et l'abandonne. C'est un avertissement sur la responsabilité. Quand on laisse nos inventions grandir toutes seules, et 200 ans plus tard, ça fait drôlement penser à ces ingénieurs, comme le créateur du scroll infini par exemple, qui expriment ensuite leurs regrets à propos de leurs innovations. On pense aussi à Tim Berners-Lee, dévasté par les dérives de son ancien bébé Twitter. Je le cite, « Nous avons démontré que le web avait échoué au lieu de servir l'humanité comme il était censé le faire. » Alors après ces créatures qui échappent à leurs inventaires, que dire de nous, simples humains, parfois perdus dans un monde de divertissement constant? Le terminus de notre voyage, Lisa, c'est Charles Baudelaire, parce que comme personne, il a décrit notre condition de la modernité, sa punchline. Nous vivons dans le règne du transitoire et du fugitif. Il parle de l'homme moderne, comme un flâneur qui erre dans la ville, happé par les lumières et les réclames. Et qui sommes-nous aujourd'hui, à part des flâneurs sans but sur les réseaux, happés, où notre attention est sans cesse happée. Alors pour finir, citons son poème Le Voyage, en pensant ici aux stratégies de séduction des plateformes. Je le lis, nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Entendez-vous ces voix charmantes et funèbres qui chantent « C'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux dont votre cœur a faim. Venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de fin. » Merci beaucoup Jeanne pour cette petite parenthèse littéraire et à la fois qui colle tellement avec notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire une société numérique et interconnectée. On va continuer à en parler bien évidemment dans la seconde partie du talk.
Alors en première partie d'émission avec mes invités, nous avons pris le temps de commencer à découvrir à quoi va ressembler le campus Numéria qui ouvrira en mars prochain. Nous étions également en train d'aborder la manière dont les visiteurs devraient se sentir en poussant les portes de ce nouveau lieu. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse spécifiquement au public scolaire et aux enseignants. Comment se prépare une visite chez vous ? Peut-être je vais commencer. Alors ça se prépare tout d'abord dans l'organisation de la venue sur le site où ils vont solliciter donc l'espace dédié sur le site du Futuroscope Expérience, dédié aux scolaires, dans lequel ils peuvent sélectionner des ateliers de parcours que l'on propose, donc qui sont au nombre de 6 aujourd'hui. Et une fois qu'ils ont validé cette inscription, les équipes du campus Numéria rentrent en contact avec les enseignants pour justement commencer à préparer cette venue, puisque le temps de la venue n'est qu'une partie du parcours pédagogique que nous avons pensé. Il y a une partie en amont de la venue in situ sur le pavillon, avec des activités qui sont proposées dans la classe, avec des livrets d'élèves, des livrets d'enseignants qui sont donc apportés avec toute une ingénierie pédagogique en arrière-plan. Ensuite, il y a le temps in situ d'atelier avec nos médiateurs, la découverte des espaces, mais on en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure. Et enfin, on a un troisième et dernier temps en aval qui est le retour à la classe, qui est aussi un temps de bilan, un temps d'évaluation pour voir ce que les élèves ont mobilisé, ont appris et qu'est-ce qu'ils peuvent ensuite en faire comme levier d'apprentissage dans la suite de leur parcours pédagogique. Alors Benjamin, votre objectif affiché est le suivant, accompagner la jeunesse à grandir dans un monde numérique. Qu'est-ce que ça signifie ça aujourd'hui? C'est très vaste. Alors oui, effectivement, c'est un vaste sujet que beaucoup d'acteurs s'attachent à répondre, ou en tout cas à apporter leurs réponses. Nous, voilà, l'approche qu'on a à travers le campus Numéria sur ce sujet, c'est le numérique et quoi qu'on en fasse partout aujourd'hui, le meilleur moyen d'équiper les jeunes individus pour avoir les clés pour évoluer dans ce monde, c'est dès la primaire, la primaire et ensuite jusqu'au collège, jusqu'au lycée, leur permettre d'accéder à des parcours de formation, à des parcours pédagogiques sur ces sujets-là. Donc j'en parlais tout à l'heure rapidement du parcours notamment bien-être numérique qui s'adresse aux petits dès la maternelle pour les sensibiliser à comment grandir dans un monde où il y a des écrans, travailler sur l'empathie, il y a beaucoup de travail sur les émotions dans ce parcours. Ensuite, plus tard, à partir du CE1 et jusqu'au collège, on a un parcours qui s'appelle traces numériques, sur les traces numériques, c'est-à-dire la sensibilisation aux données qu'on laisse en ligne. Tout ce qu'on laisse, comme le petit pousset derrière nous. Exactement, en fait, en utilisant les métadonnées, il y a tout un travail d'enquête en fait, qui va être proposé à travers ce parcours pour retrouver, je ne spoile pas trop Mathias, mais pour voilà, un travail d'enquête en utilisant les métadonnées disponibles en ligne et se rendre compte, en fait, avoir du recul sur toute activité numérique laisse des traces. Voilà. Donc c'est à travers tout ça. Sur le parcours IA particulièrement, c'est un parcours qu'on développe non pas pour faire comme tout le monde, puisque tout le monde parle d'IA, mais en fait c'est justement, on ne va pas se concentrer sur les différents usages de l'IA, mais sur comment fonctionne une IA effectivement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière la magie, derrière cette magie, voilà, sous le capot. Comment fonctionne un réseau de neurones, comment fonctionne un chat conversationnel, comment fonctionne la logique de clustering d'une intelligence artificielle. C'est vraiment, voilà, on veut essayer d'enlever la magie et de dire voilà, il n'y a rien de magique dans une IA. Si on la comprend, on est aussi capable de mieux s'en servir et de pas en être l'esclave, entre guillemets. Alors on a eu quelques détails sur les parcours existants. Je crois que donc, si je ne fais pas d'erreur, ils sont au nombre de 7, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit récapitulatif sur les 7 parcours qui existent ? Oui, bien sûr. Alors, il y a le parcours bien-être numérique. On va prendre par les tout petits et puis on va aller vers les plus grands. On a le parcours bien-être numérique de la maternelle jusqu'au CE1, me semble-t-il. Grandir dans un monde avec des écrans, voilà. On a le parcours enquête de données, traces numériques dont j'ai parlé. Le parcours cognition humaine et artificielle qui est aussi un parcours fort sur comment fonctionne mon cerveau. C'est découvre le fonctionnement de ton cerveau. Là, il y a eu un gros travail, comme sur les autres parcours d'ailleurs, mais avec les chercheurs de l'Université de Poitiers, sur voilà, les
les biais à l'apprentissage, les freins à l'apprentissage, comment j'apprends, comment je me concentre. On a ce parcours-là, cognition humaine et artificielle. On a le parcours bâtiment connecté, du bâtiment connecté au bâtiment intelligent, où là on va aller chercher des notions de données, des notions aussi d'environnement, de protection de l'environnement avec des bâtiments bas carbone, comment rendre un bâtiment le moins consommateur de ressources, d'énergie. On a le parcours découverte des métiers aussi, qui va proposer de s'immerger, de découvrir une grande variété de métiers, les métiers de l'alimentation durable, les métiers de la protection de l'environnement, les métiers de l'industrie du futur. Dont on n'entend pas toujours parler finalement à l'école. Effectivement, pas assez en tout cas, et il y a pléthore de métiers, voilà, je n'ai pas l'étude en tête, mais effectivement qu'en général les jeunes ne connaissent très peu de métiers, ils connaissent les métiers de leur entourage en direct et on veut essayer à travers ce parcours d'aller permettre à des élèves d'aller plus loin sur des métiers de manière immersive, ludique. Voilà. On a les parcours robotiques, parce que là on s'adresse vraiment des tout petits là aussi jusqu'au lycée, avec plusieurs parcours qui seront proposés. Ça va jusqu'à l'utilisation de code pour programmer les robots. Voilà pour les 6 parcours pour les élèves. Et ensuite, on a les parcours formateurs, formation des adultes, des personnels d'encadrement de l'éducation nationale et des enseignants. Voilà. Alors Mathias, qui est-ce qui a imaginé ces parcours? Parce que c'est un travail titanesque, des chercheurs, des enseignants, des ingénieurs. Qui a participé à tout ça? Exactement, alors ce sont des projets collaboratifs avec plusieurs partenaires. Donc effectivement des chercheurs de l'université, des enseignants, des acteurs aussi industriels, des acteurs du numérique, de la tech, qui ont travaillé sur ces parcours, des inspecteurs aussi, qui œuvrent régulièrement pour nourrir ces parcours qui sont déjà construits et les parcours qui vont arriver prochainement aussi en termes de propositions. Donc c'est vraiment un travail collaboratif qui réunit donc beaucoup de partenaires autour de la rédaction et de la mise en œuvre de ces parcours. Et je tiens aussi à signaler toute la dimension des médiateurs qui vont mettre ensuite en vie ces parcours, qui font un travail formidable d'appropriation et qui sont en train de tester depuis plusieurs semaines maintenant et encore pendant quelques mois l'ensemble de ces parcours pour voir leur efficacité et leur efficience auprès des élèves, puisqu'il y a la conception mais il y a aussi sa réalisation, et là nos médiateurs sont donc en pleine préparation pour accueillir les élèves au mois de mars. Ouais, bien pour découvrir ces parcours et le travail des médiateurs, il va falloir patienter mars 2026, le moment où ce campus Numéria ouvrira. Si vous nous rejoignez sur School TV, je vous le rappelle, nous sommes en direct du salon Educatech avec Benjamin Gréau, adjoint de direction au campus Numéria, et Mathias Charton, directeur de la pédagogie dans ce même campus. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau. Merci aussi à Jeanne Dreyfus pour sa chronique. Merci aussi aux équipes en régie et à Edouard Degnaud d'avoir produit l'émission. Et je vous le rappelle, cette émission est à revoir sur nos réseaux et sur YouTube. Et vous pouvez aussi suivre la Minute Educatech, nos interviews tournées ici en direct depuis le salon. Et quant à nous, on se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.